Salut à toi! Aujourd'hui, je te fais un podcast hyper particulier car je vais te parler du haut potentiel. Mais je ne vais pas t'en parler comme on parle les bouquins, je vais te parler de ce que moi je crois savoir, de ce que moi je crois connaître. Je te parle de mon expérience personnelle en tant que haut potentiel, mais aussi de mon expérience professionnelle dans tous les hauts potentiels que j'ai accompagnés dans ma vie, dans les lectures que j'ai eues, mais aussi dans les échanges intuitifs et pressentis que j'ai eus avec d'autres personnes. Ce que je vais t'exposer là n'est absolument pas la thèse courante ou ce que tu vas lire dans les bouquins, mais c'est ce qui a le plus de sens à mes yeux. Pfiou! Bon allez, je me lance. Comme une belle au potentiel que je suis, ça risque de partir un peu dans tous les sens, mais je vais vraiment essayer de structurer ma pensée. Déjà, il y a une info que je trouve extrêmement intéressante, c'est l'information selon laquelle hypersensible, haut potentiel, Asperger et schizophrène sont sur le même spectre. Pour le coup, c'est une info que m'a donnée une collègue psychologue diplômée d'État et pas une que j'ai inventée ou intuitée. Les hypersensibles, comme leur nom l'indique, sont hypersensibles, autant en termes de sensibilité émotionnelle que de sensibilité sensorielle. Il existe des hypersensibles empathes et d'autres non empathes. On va revenir doucement là-dessus. Ça peut avoir son importance car il existe des hauts potentiels hypersensibles et d'autres hauts potentiels non hypersensibles, pour bien tout complexifier et que ce soit bien le bordel dans ton cerveau. First thing first. D'abord, l'hypersensibilité vient d'une hyperesthésie, c'est-à-dire que les sens sont exacerbés. Par exemple, moi, je ne peux pas me balader si le ciel est gris sans mes lunettes de soleil, sinon je vais avoir une migraine. Et je risque d'être exécrable parce que la lumière agressant mes yeux, je vais froncer les sourcils. Mon cerveau interprète le froncement de sourcils comme si j'étais en colère, va donc se mettre à générer des hormones de colère. Je vais finalement être vénère pour rien du tout, simplement pour la lumière. Mais ça va être vraiment désagréable pour mon entourage. Moi, je n'ai jamais vraiment fait d'hyperesthésie au niveau du goût. Mais elle existe. Je peux le faire avec l'odorat. Je suis capable de sentir une odeur de moisissure à plus de 10 mètres. Ça paraît super sympa comme ça, avec des semblants de super pouvoirs, mais c'est hyper handicapant. Imagine, ou n'imagine pas parce que c'est sûrement ton cas, que tu sens une odeur toute pourrie, une personne normale au bout de 2 minutes ne va plus la sentir, et toi, 30 minutes après, t'as toujours l'odeur dans le nez. Je l'ai aussi au niveau du toucher, mais je ne l'ai plus, et c'est un point sur lequel je vais revenir. Par exemple, jusqu'à mes 24 ans, il était impossible pour mon entourage de me toucher. Simplement une main qui s'avance vers moi me faisait reculer. Et si tu avais le malheur de me toucher, cela me chatouillait tellement et me faisait tellement mal que généralement tu te prenais un coup de coude soit dans le nez, soit dans le bide. Choisis. Il y a aussi une hyperesthésie sonore, et c'est celle qui dérange le plus. Par exemple, je suis capable d'entendre le bruit de la télé ou du frigo dans la pièce d'à côté et de ne pas réussir à m'en détacher. Le tic-tac de l'horloge, tous ces genres de bruits, les tics de langage, les gens qui font comme ça avec leur bouche et qui ne s'en rendent pas compte, bien sûr. Ça, c'est pour l'hypersensibilité des sens. Ensuite vient une hypersensibilité émotionnelle. Moi, je serais plutôt d'avis de dire que les hypersensibles sont des normaux sensibles et que ce sont les personnes autour qui s'interdisent de vivre leurs émotions. Une personne hypersensible aujourd'hui fait tâche car nous ne supportons pas les émotions. Et je ne te raconte même pas si cela est pour un homme, car autant les émotions font tâche, autant il est accepté socialement qu'une femme pleure, alors qu'un homme, lui, va directement être attaqué dans sa virilité, va être insulté d'être homosexuel comme si cela était une insulte, alors que ça n'a pas de sens, enfin bref. Mais ça va être aussi des personnes, si elles sont empathiques, qui vont être capables de ressentir ces émotions chez l'autre, parce qu'elles vont être en mirroring, elles vont parfaitement sentir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, et vont d'ailleurs être un peu perdues et ne pas forcément savoir si ce qu'elles ressentent émane d'elles ou émane de l'autre personne. Les hypersensibles qui ne sont pas empathes, je crois que c'est une erreur de diagnostic. C'est pas qu'elles ne sont pas empathiques, c'est que leur empathie les ferait trop souffrir et elles coupent absolument tout. Le problème des émotions, c'est qu'elles ne sont pas nominatives. Si tu décides de ne plus ressentir une émotion, tu décides de ne plus ressentir les émotions. Tu ne peux pas sélectionner. Tu ne peux pas dire « je veux bien de la joie, mais pas de la peur ».
Si tu coupes tout, tel un vampire, tout va devenir fade. Je vais revenir sur le côté empathique, car ce n'est pas, comme on le pense, un symptôme ou quelque chose qui est comme ça et puis c'est tout, c'est quelque chose qui est propre à l'environnement. Nous sommes capables de ressentir les émotions des autres si et seulement si les autres nous laissent le droit de ressentir leurs émotions. La plupart des personnes dans la société ne gèrent pas leurs émotions. Elles ne sont pas capables de les voir, encore moins de les accueillir ou de les nommer. Il suffit de voir le nombre de personnes qui s'énervent si on leur dit qu'elles ont peur ou qu'elles ont honte ou qu'elles se sentent coupables. Cette simple réaction de violence suffit à dire que les personnes ne sont pas en train d'être honnêtes envers elles-mêmes et ne sont pas en train de gérer leurs émotions. Si une personne comme cela est dans l'environnement proche d'une personne hypersensible empathe, l'hypersensible va le ressentir. Il va alors ressentir cette incohérence et va commencer à ressentir l'émotion de l'autre qu'il ne gère pas en lui. Si cette personne est aguerrie, elle va vite faire un check-up, se dire que c'est bizarre parce qu'elle ne se sent pas en colère et qu'elle n'a pas raison de l'être, par exemple, et rendre cette colère métaphoriquement ou énergétiquement à la personne concernée. Si en revanche la personne ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est cette émotion, si elle ne sait pas la gérer chez elle-même, alors elle va la prendre, la trimballer pendant des heures, voire des jours, voire des semaines, et se demander ce qui se passe à l'intérieur d'elle, quitte à se dire qu'elle est complètement folle. La plupart des hypersensibles empathes, d'ailleurs, s'auto-diagnostiquent bipolaires à tort. C'est pour cela qu'un bon nombre d'hypersensibles empathes sont incapables de regarder des films où il y a du harcèlement, par exemple, ou des scènes de torture, parce que lorsqu'on harcèle quelqu'un, nous devrions avoir honte de nos comportements. Or, dans les films, ce n'est pas le cas. Les personnes s'en vantent même, et ces situations sont extrêmement désagréables parce que l'émotion de honte est réellement là, mais elle n'est pas prise en charge, elle n'est pas responsabilisée par quelqu'un, et elle tourne, et elle tourne, et elle tourne. Bien que cette émotion soit fictive et dans un film, l'hypersensible empathe va la prendre pour lui comme si c'était une énergie réelle et va se l'approprier. En revanche, si cet hypersensible regarde une scène avec un harcèlement et une personne qui intervient qui dit « Hop hop hop, on fait pas ça, excuse-toi » et que la personne, avec toute l'humilité requise, se dit « Oui pardon, j'ai merdé, j'aurais jamais dû faire ça », alors dans ce cas-là, l'empathe hypersensible ne se sentira jamais mal. Le problème de fond, et c'est le cas encore plus avec les hauts potentiels et encore plus avec les Asperger et encore plus avec les schizophrènes, se résume à cela, la cohérence. Un hypersensible n'est pas hypersensible tout le temps. Plus son environnement est incohérent, et plus il le sera. Le problème, c'est que l'incohérence est incohérence. Peu importe son origine. Je m'explique. Les mécanismes de hypersensible ou de haut potentiel, je décrirai les mécanismes haut potentiel un peu plus loin, se créent très tôt dans l'enfance, voire à la naissance, voire même pendant la gestation. Et ils viennent tous d'une incohérence, mais pas forcément de la même. Par exemple, nous observons beaucoup plus de personnes à troubles autistiques lorsqu'il y a eu une présence de perturbateurs endocriniens. Je vous invite d'ailleurs à regarder un superbe reportage sur Arte sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la dose de perturbateurs endocriniens qui importe, mais la période pendant laquelle le fœtus y a été confronté. Si c'est au moment où le cerveau se développe, alors l'enfant a plus de chances d'avoir des troubles autistiques. Bien sûr, on met troubles autistiques au sens très large, parce que personne n'a envie de faire la liste. N'a envie ou n'est capable d'ailleurs. Dans ce cas-là, nous avons une incohérence hormonale. Quand nous voyons qu'une microdose peut arrêter la vie pour une pilule, nous pouvons imaginer que d'autres doses, d'autres perturbateurs endocriniens puissent avoir des conséquences désastreuses sur notre cerveau. Il y a aussi toute la chimie. Il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens qui sont en cause, mais aussi les vaccins. Je ne suis pas là pour défendre une thèse parano comme quoi les vaccins causent l'autisme, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais il est vrai que nous avons observé des cas où, suite à un vaccin, il y a eu des troubles au potentiel, des troubles hypersensibles ou des troubles autistiques. Et c'est normal parce que parfois,
et je mets des gros guillemets car c'est pas une généralité, je te vois venir à me sauter à la gorge à me dire que je suis anti-vax, parfois les vaccins sont incohérents d'un point de vue chimique, parce que si nous avons de l'ADN dedans, cela peut poser des problèmes, si nous avons du mercure dedans, cela peut poser des problèmes, etc. Cette incohérence chimique-là peut créer des troubles autistiques. Et oui, tu l'as bien compris parce que ça fait plusieurs fois que je le répète maintenant, pour moi, hypersensibles et haut potentiel sont sur le spectre des troubles autistiques. Ils sont simplement moins fortement dosés et beaucoup plus gérables au quotidien. Là, je t'ai donné des exemples, mais je t'ai donné les exemples les moins fréquents. Les deux qui me semblent les plus fréquents sont une incohérence totale au niveau de la naissance et une incohérence totale au niveau de l'éducation. Prenons les choses dans l'ordre, je vais te parler de la naissance. Puisque nous sommes des mammifères, le continuum et la vie a prévu que nous naissons d'une certaine façon. Nous sommes censés naître dans des poils, nous sommes censés être allaités, puis portés pendant les 6 premiers mois de nos vies. Nous sommes censés naître la nuit, dans la pénombre, dans un environnement que nous connaissons, absolument pas dans un environnement stérile, avec une mère qui est en sécurité et qui est accompagnée. Le fait même qu'on puisse naître avec des hormones de synthèse est un problème de cohérence. Je ne dis pas là qu'il faut arrêter ces hormones de synthèse, je ne dis pas que la césarienne est mal, je ne dis pas qu'il faudrait laisser les enfants mourir et les femmes en détresse, absolument pas. Je dis juste que cela est incohérent et puisque c'est incohérent, il y a des conséquences. Et ces conséquences, souvent, sont une hypersensibilité et un trouble potentiel. Et si je dis trouble, c'est bien parce que pour moi, cela peut être réversible et j'en parlerai après. Je te fais juste un petit teasing comme ça. La naissance, telle que nous la vivons nous, est extrêmement violente. Nous ne sommes pas censés ne pas être allaités ou être séparés de nos parents. Nous ne sommes pas censés être détachés de notre placenta comme ça, vivre dans une couveuse ou toucher les bras d'inconnus, dans un environnement stérile, avec des gens qui nous regardent, avec une famille qui n'est pas là et une mère qui se sent mal accompagnée. Cela laisse des traces énormes sur un humain et sur tous les mammifères d'ailleurs. Il y a une incohérence spirituelle, je dirais, c'est-à-dire que nous n'avons pas envie d'avoir cela, nous aurions aimé avoir autre chose, mais il y a une réelle incohérence génétique, c'est-à-dire que dans nos gènes, nous savons ce qui va se produire parce que ça fait des millénaires que nous le vivons. Nous savons dans notre ADN comment doit se dérouler un accouchement, car si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien grâce à nos aînés. Lorsque nous arrivons sur Terre, nous avons cet ADN qui est préprogrammé et ce qui se passe est complètement à l'opposé de ce qu'il devrait se passer. Et c'est un énorme problème en soi. Je pourrais même remonter plus loin et aller à la conception. Je m'excuse si c'est ton cas et si tu n'avais pas envie d'aborder le sujet, mais toutes les personnes qui sont nées suite à un viol, par exemple, ont eu une conception qui était complètement incohérente. Les enfants qui sont issus de déni de grossesse, par exemple, cela n'a aucun sens par rapport au continuum et par rapport à ce que le bébé a besoin de vivre. Il y a cette incohérence d'un point de vue génétique, ADN je dirais, mais il y a aussi et surtout, et pour moi c'est la plus importante, une énorme incohérence au niveau des hormones et des émotions. Parce que oui, toutes les émotions sont des hormones. Au moment de la gestation ou au moment de la mise au monde, la mère et l'enfant ont des émotions. Ce n'est pas vrai que les tout-petits ne sentent rien ou ne savent rien. Au contraire, c'est là qu'ils sont le plus perméables à ce qui arrive. Ce n'est pas pour rien que nous disons que les enfants sont des éponges. Il y a une extrême incohérence entre ce que la maman vit et qu'elle transmet à l'enfant via le cordon ombilical et ce que l'enfant reçoit comme information émotionnelle et ce que l'enfant vit comme émotion et ce qu'on l'autorise à vivre. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement à la naissance correct, généralisé. Il n'y a pas non plus de réparation possible facilement pour les femmes après cet accouchement-là et pour les enfants. Mais j'ai espoir, peut-être que cela viendra. Aujourd'hui, par exemple, il est très fréquent pour un nouveau-né d'aller voir l'ostéopathe après sa naissance. Peut-être que dans quelques années, ce sera systématique.
qu'une femme aura un soin rebozo après avoir mis au monde son enfant, que les doulas seront beaucoup plus représentées. J'ai espoir, mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que pour l'instant, c'est pas cohérent. Ce qui m'amène à la deuxième partie, l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation n'est pas cohérente, bien qu'un bon nombre de personnes militent et s'acharnent à donner un meilleur exemple. Et merci à eux. Pour toutes les personnes qui ont été éduquées par des personnes avec des comportements de pervers narcissiques ou par des personnes qui avaient par exemple des addictions, l'environnement petit était extrêmement insécurisant et extrêmement incohérent. Ce qui donne deux des caractéristiques des hauts potentiels les plus répandues, à savoir 1. La suradaptabilité et 2. La haine de l'injustice. Évoluant dans un environnement incohérent, l'enfant haut potentiel est obligé de se suradapter tout le temps, car il ne sait pas comment son parent va réagir. Car un jour, une remarque va lui donner une claque et le lendemain, la même remarque va lui donner un bisou. L'instabilité émotionnelle du parent est extrêmement insécurisante. Et puisque l'enfant ne peut pas remettre en doute ses parents et son modèle, car sinon il meurt, alors il se remet constamment en doute lui-même. C'est pour ça que beaucoup de hauts potentiels n'ont pas vraiment ni d'humilité ni de confiance en eux. Ils alternent entre deux modes, à savoir 1. Je suis nul et je sers à rien, et 2. Vous êtes tous des cons et c'est moi qui ai raison. Ce qui nous présente bien un troisième trait du haut potentiel, l'extrémisme. Le haut potentiel est forcément extrémiste. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais c'est souvent très blanc ou souvent très noir. Le gris n'existe pas, la nuance n'existe pas, car la nuance, quand il est petit, est dangereuse. Il faut bien comprendre que pour un enfant, ne pas savoir si son parent va lui tendre les bras ou va le frapper, c'est réellement synonyme de mort. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre parent, car à un moment donné, il va être la meilleure personne au monde, et pour rien du tout, il va porter atteinte à notre intégrité physique et morale, voire nous dénigrer dans certains cas, ou il y a d'autres cas que je ne mentionnerai même pas, tellement cela est abject et horrible, et que ça peut être trigger pour toi. Le cul entre deux chaises, ne pas savoir sur quel pied danser, c'est cela le quotidien d'un enfant, hypersensible ou haut potentiel. Son cerveau est sursaturé en cortisol, il est en hypervigilance constante. Mais comme l'enfant n'a aucun pouvoir d'expression, déjà avant qu'il ait la parole, il ne sait pas s'exprimer, de façon à être compris par son parent, car entendons-nous bien, les enfants s'expriment, c'est nous qui ne les comprenons pas, et pour avoir réalisé une tonne de communication connectée avec les bébés, je peux vous dire qu'ils ont extrêmement de choses extrêmement pertinentes à dire, mais nous ne savons pas le faire, nous n'écoutons pas, nous ne formons pas. Bref, tout le monde s'accorde à dire que les enfants, tiens c'est marrant, il a réagi, ça doit être un hasard. En fait, ils comprennent tout, mais personne ne le sait. Et ensuite, l'enfant est maladroit. La communication n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend. Et regardons-nous en face 2 secondes, nous communiquons comme des sagouins. Nous surinterprétons absolument tout ce qu'il se dit, nous critiquons, nous jugeons, nous nous racontons des histoires, nous projetons, nous n'écoutons pas, nous coupons la parole. Bref, la communication aujourd'hui est un désastre. Mettez à ça le fait que vous êtes en apprentissage et que vous avez que très peu de vocabulaire, comme c'est le cas d'un enfant, et vous ne comprenez rien de ce qui est dit. Parce que les parents, bien souvent, ils ne cherchent pas à comprendre l'enfant, ils réagissent à ce qu'il dit, sans chercher réellement à comprendre le fond de sa pensée. Nous partons du principe que l'enfant est mauvais et que ce qu'il a à dire est dérangeant. Et cela se traduit dans un bon nombre d'expressions. Par exemple, nous disons « tu m'as fait peur » au lieu de dire « ah, j'ai eu peur quand tu as fait cela ». Nous disons « il m'a fait une grippe » alors que « il ne vous a fait rien du tout, il est malade, ça ne parle pas de vous ». Nous disons des phrases comme « qu'est-ce que t'as encore ? Et puis quoi maintenant ?» ou « tu comprendras quand tu seras plus grand ». Nous dénigrons leurs émotions, en essayons de calmer leur peur et leur colère. Enfin bref, c'est un désastre total. Se construire comme cela quand on est enfant est extrêmement compliqué. Imaginez, par exemple messieurs, comme vous marchez sur des œufs à chaque fois que votre chérie a ses règles, car vous ne savez pas comment elle va réagir, dans quel état de douleur elle est, dans quel état émotionnel elle est. Multipliez ça par 200 et imaginez que les règles durent 365 jours sur 365. Et imaginez en plus que vous êtes beaucoup moins cultivé qu'aujourd'hui et que vous comprenez un mot sur 2.
vous avez à peu près ce que vit un enfant au potentiel au quotidien. C'est extrêmement insécurisant, c'est totalement incohérent. Et forcément, cela a des répercussions. D'un côté, l'enfant au potentiel est intransigeant, il ne supporte pas l'injustice, et c'est normal car l'injustice devrait nous dégoûter. Le dégoût est une émotion totalement naturelle qui nous permet de mettre nos limites, nous dégoûte ce qui est dangereux et nocif pour nous. Par exemple, un champignon vénéneux nous dégoûte, un excrément nous dégoûte et nous n'aurions jamais l'idée d'aller le manger car ça nous écœure. Normalement, l'inceste et le viol nous dégoûtent. Juste la mention de ces mots, il y a quelque chose en nous qui fait et qui devrait nous servir à poser nos limites et à ne pas tolérer ça dans une société. Petite parenthèse, c'est aussi pour ça que les blagues sur le sujet sont extrêmement dangereuses, car elles créent des biais cognitifs entre quelque chose qui devrait nous dégoûter et quelque chose que nous apprécions, car cela nous fait rire. Passons. Mettre ses limites pour un enfant, c'est impossible, soit parce qu'il ne peut pas s'exprimer, soit parce que de toute façon, il n'est pas respecté. Nous sommes élevés à coups de c'est comme ça et puis c'est tout. Si le dégoût nous est inaccessible, alors nous sommes blessés dans notre intégrité. Nos besoins ne sont pas respectés. Se déclenche alors de la colère légitime et de la colère juste. Nous avons été blessés et la colère nous dit « j'ai le droit d'être réparé ». Oui, sauf que la colère, c'est pas non plus accepté dans les éducations. Nous ne tolérons pas qu'un enfant soit colérique, nous disons d'ailleurs qu'il fait des caprices, qu'il nous fait des scènes, que si nous cédons, il sera un enfant roi. Et soyons honnêtes, nous manquons énormément d'humilité. Nous ne savons pas vraiment prendre soin et réparer nos enfants. Nous avons extrêmement de pudeur et de difficulté à dire « je suis désolée, j'ai mal agi ». Tu vois, là, je me suis énervée, mais j'aurais pas dû. Aujourd'hui, cela se met en place dans les éducations qui viennent. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas ce que nous avons vécu, nous, avec nos parents. Souvent, nous avions des parents qui soit se taisaient dans un mutisme, soit nous claquaient à la tête que c'est comme ça. Et puis c'est tout, qu'ils ont fait de leur mieux, que nous n'avons pas notre mot à dire, ou que nous inventons des histoires juste pour nous faire plaindre. Le parent manquant d'humilité crée un manque de confiance chez l'enfant et crée une incapacité à avoir une colère juste. L'enfant va donc être soit tout le temps en colère pour des choses qui ne l'ont en fait pas blessé, mais parce qu'il transfère, car il essaye simplement d'avoir une réparation, si ce n'est pas sur la blessure qu'il a, que ce soit à minima sur quelque chose d'autre, soit il va basculer à d'autres émotions. Et c'est là que ça devient beaucoup plus grave, car si le dégoût et la colère nous sont inaccessibles, nous basculons à la haine. Nous avons alors des enfants qui disent détester leurs parents, mais comme cela n'est pas vraiment vrai, car au fond d'eux, ils les aiment, ils sont pris dans une toile dont ils n'arrivent pas à s'extirper, et alors commence la spirale de la culpabilité. J'ai détesté mon parent, je n'aurais jamais dû faire ça car je l'aime, je m'en veux. Puis vient de la surculpabilité, car souvent les parents sont très culpabilisants, et la culpabilité devient la honte de j'ai fait une erreur, je passe à je suis une erreur. C'est en cela que le haut potentiel n'a aucune estime de lui et n'a aucune confiance en lui. Cependant, à l'intérieur de nous, il y a un élan de vie qui cherche à se manifester envers et contre tous. Et cet élan de vie-là nous pousse à nous dire si je mérite le respect, si je mérite l'amour, et si alors ce n'est pas moi qui ai tort, j'ai raison et vous êtes tous des connards. Mes mots sont forts, mais je peux vous assurer que c'est 1/10 de ce qui se passe dans la tête d'un haut potentiel. Parce que un des traits fondamentaux des hauts potentiels, c'est ce qu'on appelle la pensée arborescente. Puisque moi j'ai toujours réfléchi comme ça, cela ne me paraît pas être neuroatypique. Et j'ai du mal à expliquer ce que serait un neurotypique. Mais de la façon dont on me l'a expliqué, voilà à peu près ce qu'il se passe. Ça serait comme si, pour la plupart des personnes, une pensée engendrait une autre pensée. Je pense A, puis B, puis C, puis D, puis E. Je vais pas te faire tout l'alphabet, t'as compris. Et ainsi se crée une suite logique. Il y a une cause, une conséquence. Pour moi, c'est pas du tout comme ça que cela se passe. Il y a une cause, A, et au même niveau, A, B, C, D, E, F, G, Y, Z. Mais chacun de ces sous-niveaux-là est lui-même connecté à d'autres sous-niveaux.
J'ai une pensée en arborescence qui fait que je suis extrêmement rapide dans mes déductions, extrêmement rapide pour faire des liens. Cela, j'en ai fait un atout dans mon métier aujourd'hui, mais je t'assure que de ma jeunesse, c'était loin d'être un atout, car à la moindre petite pensée contrariante que j'avais 10 000 scénarios qui s'écrivaient devant moi et que je devais analyser et suranalyser un par un pour essayer de comprendre ce qu'il m'arrivait. Et j'en arrive à la partie que je trouve le plus intéressante, qui est le mensonge. Moi, je crois qu'on vous ment quand on vous dit que c'est comme ça et puis c'est tout. Parce que ce n'est pas mon expérience. Alors peut-être que je prends un peu trop mon cas pour une généralité, peut-être que ce que j'ai été capable de faire ne relève que de moi, mais je ne crois pas car j'ai d'autres témoignages de mes clients, d'autres consoeurs, de personnes qui vivaient les mêmes choses que moi qui aujourd'hui ne les vivent plus. Alors oui, mon mental est très actif et je ne crois pas que cela changera un jour, mais j'ai réussi à le réécrire. J'ai réussi à faire de ce haut potentiel une force, surtout en comprenant quelque chose d'assez essentiel. C'est que si la plupart des gens entendent dans le mot haut potentiel quelque chose qui sonne de la supériorité, on appelait ça pendant longtemps être surdoué, et il y a énormément de personnes qui détestent ce terme-là puisqu'elles se sentent illégitime et bonne à rien, donc c'est extrêmement compliqué pour une personne qui s'est sentie nulle toute sa vie, d'un coup de se voir assigner une étiquette de surdoué alors qu'elle a l'impression d'être nulle en tout. Mais le terme haut potentiel, lui, je le trouve très bien choisi, car c'est bien cela que nous sommes des hauts potentiels, et j'attire ton attention sur le mot potentiel, car oui, un haut potentiel n'est que ça, du potentiel. C'est très rare de voir un haut potentiel agir car nous sommes paralysés par la peur. Nous essayons maladroitement de contrer cette peur par un surinvestissement du mental. Puisque j'ai peur de faire cela, je vais suranalyser la situation et l'expérience que j'ai envie de faire. Je vais aboutir à la conclusion que finalement ce n'est pas une bonne expérience. Et si jamais j'aboutis à la conclusion que c'est une expérience, je vais te dire que ça ne sert à rien de la faire parce que je l'ai déjà fait mentalement. Oui, sauf que nous ne sommes pas devins et le haut potentiel manque extrêmement d'humilité au début. La bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. Oui, notre cerveau est performant, oui, notre mental est rapide, mais nous ne disposons pas de toutes les cartes et nous ne sommes absolument pas capables de prévoir comment nous allons réagir. Aujourd'hui, je ne surréagis plus à rien, ou presque. Il y a encore quelque chose qui m'énerve, c'est quand les gens disent « je sais comment ça va se passer. Ah, s'il se passe ça, sûr je vais faire ça. Si je lui dis, il va me dire ça. Si je fais ça, il va se passer ça. » Il va se passer rien du tout. Redescendons 2 secondes, nous ne sommes pas Dieu, nous ne savons pas prévoir le futur. Car si nous le savons, qu'est-ce que tu fous encore dans ta position actuelle ? Si tu savais quels étaient les chiffres du loto, pourquoi n'as-tu pas joué ? J'ouvre ma parenthèse chez Perros pour dire que les hauts potentiels sont très souvent très intuitifs. Je te l'expliquerai en long, en large et en travers dans un autre épisode. Pour le moment, je vais te demander de me faire confiance. Mais voilà le topo en gros. Nous, humains, nous avons fait un choix d'humanité de nous séparer de notre féminin. Nous sommes à la recherche de ce féminin. Et lorsque nous le trouvons, il est fortement blessé. Que tu sois un homme ou une femme, ton féminin est blessé et tu as comme mission de le guérir pour accéder à ton féminin sacré. Je crois que les hauts potentiels sont de plus en plus nombreux car ils nous aident à nous reconnecter à ce féminin sacré. Les caractéristiques du féminin sacré sont notamment les émotions et l'intuition. Le féminin est des ténèbres, il est doux, il est lent. Il vient contrebalancer un masculin de force, de puissance et d'action. Sauf que notre masculin, à nous, collectif, est un masculin blessé. Il domine, il contrôle et il soumet. La blessure originelle du féminin sacré est celle de l'impuissance. Et c'est bien cela que les hauts potentiels ne supportent pas. L'impuissance face à l'injustice. L'injustice d'un masculin dévoyé. Les hauts potentiels et les hypersensibles sont plus connectés à leur féminin
qu'une autre partie de la population. Si celle-ci est exceptionnelle et minoritaire pour l'instant, préparez-vous car c'est le chemin que l'humanité a pris et qu'elle continuera à prendre. Et si je te fais cette parenthèse maintenant, c'est parce que je te parle d'intuition. Je te dis, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas divins. Quelque part, c'est faux. Déjà parce que nous sommes tous Dieu, Elohim est pluriel. Et ensuite parce que si, nous sommes totalement intuitifs. Et nous, au potentiel, nous avons encore plus cette capacité-là à l'être. Seulement, nous ne l'écoutons pas. Et ça va être extrêmement compliqué pour un haut potentiel de faire la différence entre son ego, son mental, son auto-saboteur et les intuitions qu'il reçoit. Bizarrement, c'est une voie que beaucoup de hauts potentiels choisissent, comme s'il y avait quelque chose qui les poussait à différencier leur ego d'une intuition. Je vais te spoiler un peu la fin, la différence réside dans l'amour. Et si ta phrase commence par « oui mais », ne l'écoute pas, c'est une justification de ton ego. Voilà, je ferme la parenthèse. Bien sûr que non, nous ne savons pas. Nous pensons, nous avons une bonne intuition, nous pouvons pressentir, mais gardons toujours à l'idée que nous pouvons nous tromper. Ne figeons pas les choses dans le marbre comme si c'était sûr et écrit. Mais si nous faisons ça au potentiel, c'est qu'au fond du haut potentiel, il y a un enfant terrorisé qui a une seule grande peur, celle d'avoir tort et donc de ne pas être aimé. Car nous sommes élevés par des parents qui nous aiment de façon conditionnelle. Nous sommes plus aimés lorsque nous avons des bonnes notes, quand nous sommes sages, quand nous sommes comme nos parents attendent que nous sommes. Et à l'école, on nous explique très clairement qu'il faut avoir raison, car plus nous avons raison, plus nous avons des bonnes notes, et plus nous avons des mauvaises notes, moins nous sommes aimés de nos parents. Or peut-être que oui, c'est plus compliqué que ça, mais c'est quand même assez correct. Nous ne supportons pas avoir tort, et je crois que les 3 mots les plus compliqués pour un haut potentiel, c'est de dire « je suis désolé », de dire « merci » et de dire « j'ai tort ». J'ai donc appris, comme beaucoup d'autres, l'humilité. Il ne suffisait pas de me dire « ok, j'ai le droit d'avoir tort », il fallait que je trouve quelque chose de plus percutant que ça. Je me suis servi de 2 choses. Déjà, dans mon entourage, j'ai une personne qui a tout le temps raison, qui sait tout mieux que tout le monde, et elle m'est insupportable. Je me suis servi d'elle comme un contre-exemple, comme un contre-modèle, je ne voulais pas être comme elle. Et pour faire cela, j'ai réalisé que dans ma personnalité, j'étais extrêmement curieuse. Je suis ce qu'on peut appeler une slasheuse. J'ai beaucoup de compétences, j'ai envie de tout faire et je suis absolument pas stable dans mes métiers. D'ailleurs là, je te parle, je suis thérapeute. Il y a 5 ans, j'étais ingénieure. J'écoute du rap, du métal, du jazz et beaucoup de classiques. J'adore les bouddhistes comme j'adore les juifs. Comme bonne caméléon que je suis, suradaptable, tout m'anime. Mais par-dessus tout, l'envie d'apprendre. Je suis quelqu'un de profondément curieux. Et je crois d'ailleurs que mon ami avait raison quand il m'a dit « la curiosité, c'est l'amour ». Casser la curiosité chez un enfant, c'est casser son amour. C'est le condamner, en quelque sorte. Mais comment puis-je apprendre si je sais déjà ? Si je sais, si j'ai raison, je ne peux plus rien apprendre. Et c'est un drame pour moi, car je ne vis que pour ça. C'est cette croyance qui m'a permis de me déconstruire et de me dire « ok, l'humilité, c'est pas tout à fait ça, ça va être en cours, j'ai le droit de me tromper, même si c'est dur pour moi, mais surtout, j'ai envie d'apprendre. » Ça m'a aussi appris à me taire. Bon là, c'est pas hyper flagrant parce que je fais des monologues sur mes podcasts, mais j'ai appris à me taire, à ne plus couper la parole, à ne plus donner mon avis surtout, et à ne plus accepter l'avis des autres. J'ai appris à identifier mes émotions et à les gérer. Ça a été long, ça a été fastidieux, mais j'ai réussi. Et aujourd'hui, je suis totalement capable de gérer mes émotions, mais je suis surtout capable de savoir si l'émotion qui m'agite m'appartient ou non. Je suis capable de mettre des bulles énergétiques autour de moi qui font barrage ou non aux émotions des autres. Je suis capable de m'entourer de personnes qui sont comme moi également, ce qui fait que je ne me sens pas en décalage avec la société. Beaucoup de personnes se disent en décalage.
Un haut potentiel ne se reconnaît pas dans la société, il ne comprend pas pourquoi les gens n'agissent pas, il ne comprend pas les injustices, ça n'a pas de sens pour eux. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un haut potentiel, il va souvent te dire « mais ça n'a pas de sens ». En réalité, si, ça a un sens, mais pas un sens qui va dans l'amour. Et un sens qui ne va pas dans l'amour est incompréhensible pour un haut potentiel. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous une éducation pour voir réellement cet amour-là. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est que nous ne savons pas le voir. Et comme un haut potentiel n'est pas humble, jamais il reconnaîtra qu'il a tort, il dira que cela n'existe pas. Je peux paraître un peu taquine, voire méchante envers les hauts potentiels, mais je les aime réellement, j'ai énormément d'empathie pour les gens qui sont comme moi, ceux qui sont au tout début de leur chemin, ceux qui ne le savent pas encore, et ceux qui sont à l'aise avec cette idée. C'est juste que comme eux, j'ai un souci de cohérence, et j'ai besoin que les choses soient claires et soient justes. Je m'en fiche de ne pas être juste, ce qui m'importe, c'est de me réajuster. Et j'ai compris que si je voulais pouvoir attaquer impunément les incohérences des autres, il fallait que je sois moi, cohérente. C'est pour ça que j'ai commencé mon travail. Et la chose assez drôle que j'ai trouvée, c'est que plus je suis cohérente et moins j'ai envie d'attaquer les autres pour leurs incohérences. Je suis juste en empathie avec ce qu'ils vivent, avec la difficulté qu'ils ont de se regarder en face, car c'est très compliqué, c'est très difficile. Car bon nombre de nos comportements sont finalement malsains et inacceptables en société. Beaucoup de nos comportements pourraient être étiquetés comportements de pervers narcissiques. D'ailleurs, je te ferai un podcast sur le sujet car il m'intéresse énormément. Mais quelque part, nous avons quand même senti quelque chose de plus juste et de plus cohérent. Cette société, aujourd'hui, n'est pas cohérente et c'est une hérésie de nous faire croire que si. La sexualité est incohérente, de fait, la procréation n'est pas cohérente, la gestation ne l'est pas, car nous n'avons aucun respect de la femme, la naissance ne l'est pas, l'éducation ne l'est pas, car nous n'avons aucun respect de l'enfant, la nourriture n'est pas cohérente, car il y a des pesticides, nous mangeons des animaux alors qu'ils ne veulent pas être mangés, que nous ne les respectons pas, nos habits ne sont pas cohérents, car ce sont des femmes en Inde qui meurent pour nous, la politique, la science, l'éducation, le travail, la monnaie, rien ne va. Et les personnes au potentiel ont totalement conscience de ça. Le problème, c'est que comme nous raisonnons fortement avec la peur, nous avons aussi tendance à devenir parano. Et je vous demanderai d'être clément avec nous. C'est vraiment galère d'avoir cette peur tout le temps consciente en nous. Ce qui est drôle, c'est que j'observe que le haut potentiel n'a pas spécialement que peur de mourir comme un humain, car notre cerveau a peur de mourir, nous avons peur de mourir. Imaginez 2 secondes qu'on n'ait pas peur de mourir, ça serait l'enfer sur Terre, car nous ferions n'importe quoi. Mais je crois que fondamentalement, ce qui terrorise le haut potentiel, ce n'est pas de mourir, c'est de vivre pleinement, de vivre libre, de vivre sans peur. Car si l'amour est le seul moyen de vivre, son contraire n'est pas la haine, c'est la peur. Je voudrais ajouter quelque chose qui me semble important. Une personne hypersensible au potentiel peut être plus ou moins soumise à ses comportements. Je pense qu'il est effectivement possible de supprimer un certain nombre de ces comportements. Par exemple, je n'ai toujours pas réussi à régler mon problème de migraine avec le soleil. Mais j'ai totalement réussi à enlever celui de mon oreille. Je ne suis plus dérangée par les bruits. Je ne suis plus dérangée par le tic-tac de l'horloge. Cela ne m'empêche pas de dormir. D'ailleurs, je ne fais plus d'insomnie non plus, quelque chose que je faisais régulièrement. Je ne me raconte plus d'histoires en faisant tous les scénarios possibles, positifs comme négatifs. Je n'imagine plus la mort de mes proches. Je n'imagine plus ce qu'il va se passer, ce que je dirai. J'ai commencé la méditation et l'auto-hypnose, ce qui m'a aidé énormément. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à la seconde où j'ai commencé à faire de la méditation, j'ai un grain de beauté qui a poussé en dessous du pied, comme si j'étais réellement en train de m'ancrer. Je ne suis plus chatouilleuse, mon corps ne réagit plus. J'ai tendance à être beaucoup moins violente, agressive ou irritable. Je ne suis plus aussi extrémiste qu'avant. Je ne crie plus à l'injustice toutes les 2 minutes. Je gère très bien mes émotions. Je suis capable de ne pas pleurer devant un film, comme je suis capable d'assumer de pleurer devant un film sans que cela me pose de problème. Je suis réconciliée avec mon mental
qui carbure, qui est très performant, et je m'en sers pour le mettre à bon escient. Nous avons des deals, mon cerveau et moi, qui pour le moment semblent fonctionner. Mais ne crois pas que cela se soit fait en un claquement de doigts. Ça a été très long et je crois que je suis encore au début de mon chemin. J'ai fait énormément de thérapie mentale pour comprendre mes comportements, de thérapie émotionnelle pour laisser me traverser par les émotions du passé qui étaient restées bloquées et qui étaient dégueulasses en moi, pour que je ne sois plus en surréaction par rapport au monde qui m'entoure. J'ai fait de la thérapie corporelle, j'ai fait tout un tas de choses pour m'aider. Parce que fondamentalement, j'étais dissociée. Et je crois que tout haut potentiel ou hypersensible, quelque part, est dissocié. Je n'ai aucune preuve de ce que je t'avance là. Je serais ravie que tu me donnes des contre-exemples, mais je crois que nous avons tous subi des traumatismes de violence. Il n'y a pas d'échelle de la violence. Nous ne pouvons pas dire « j'ai souffert à 3 sur 10 » et quelqu'un répondrait « ah ouais, ok, je vois très bien ce que ça veut dire ». C'est hyper personnel. Moi, je sais, et c'est mon expérience, que j'étais dissociée dès ma naissance. Je me souviens qu'à mes 7 ans, par exemple, je me voyais en étant en haut à gauche de ma tête, comme si j'étais extérieure à moi-même. J'ai des amis et des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient ce sentiment à 18, 14, 20 ans. Il y a des personnes qui l'ont encore aujourd'hui. Cette sensation de ne pas réellement être dans son corps. D'ailleurs, les hauts potentiels sont souvent très maladroits. Soit ils font tomber des choses, soit ils se cognent dans les murs, ils ont des divergences oculaires. Ils sont un peu pâteaux, et c'est pas vraiment leur faute en fait, c'est parce qu'ils ne sont pas pleinement dans leur corps. Un autre symptôme pourrait être le fait d'avoir des blessures. Souvent, un haut potentiel, soit il a plein de petits symptômes, soit il n'en a pas beaucoup, mais généralement, ils sont conséquents. Pour qu'un haut potentiel se plaigne, c'est que souvent, c'est déjà grave. Il ne va pas réagir à la petite sensation de son corps, mais va aller directement à la fracture. Il ne va pas forcément être à l'aise avec les chatouilles, avec les massages ou avec les bains. Il ne va pas forcément aimer le regard de quelqu'un sur son corps, car cela peut lui sembler intrusif. Je te passe les traumatismes corporels, mais je crois que cela vient réellement de la violence avec laquelle nous naissons ou la violence avec laquelle nous arrivons au monde. Je ne parle pas forcément là de la naissance en soi, mais aussi de tout le contexte. Est-ce que tu as été désiré par tes parents ? Est-ce que ton père s'est impliqué ? Est-ce que ta mère était en sécurité ? Je sais que ce sont des questions extrêmement complexes et douloureuses, mais je crois aussi qu'il y a un vrai soulagement à la vérité. La vérité qui apaise, celle qui révèle quelque chose. Car il n'y a rien de pire pour rendre fou quelqu'un que de lui mettre une souffrance et de lui interdire l'origine de cette souffrance. C'est d'ailleurs ce que Françoise Dolto faisait avec les enfants, où elle préférait leur dire clairement les circonstances de leur naissance plutôt que de mentir à l'enfant. Et elle a de bons résultats sur cette prise de décision-là. Parce que peu importe la vérité, aussi merdique et aussi dégueulasse qu'elle soit, une vérité, on peut en faire quelque chose. Je peux décider de garder cette vérité et d'en souffrir, ou je peux décider de la transmuter en amour, mais le choix m'appartient. Comment puis-je transformer en amour quelque chose que je ne sais pas ? Mais là où l'affaire se corse, c'est que les hauts potentiels empathes, eux, savent détecter les incohérences. Ils savent quand c'est incohérent. D'ailleurs, c'est possible de le mesurer. Quand tu mens, par exemple, ton corps réagit. Certains muscles se contractent, la pupille de tes yeux bouge, tu as ton rythme cardiaque qui s'accélère. Tout ça, c'est des informations que nous ne mentalisons pas, sinon nous devenons mentalistes, mais quelque part nos neurones miroirs le captent. Ainsi, nous sommes capables de savoir quand l'autre ment, que ce soit un mensonge volontaire, conscient, ou un mensonge inconscient. C'est d'ailleurs cela que j'utilise dans mes consultations intuitives. Et sans prétention, je ne me trompe jamais, car ce sont des vraies données. C'est quelque chose de palpable. Les microkinés utilisent le MRP, d'ailleurs ce ne sont pas les seuls du tout. Les kinésiologues utilisent le test musculaire. Moi, j'utilise le pendule du corps, qui a l'air un peu plus ésotérique, comme un pendule, mais finalement, c'est la même chose. Il y a incohérence dans vos histoires, fatalement, au vu de la société aujourd'hui. C'est obligatoire. Nous naissons
avec notre bagage génétique, notre transgénéalogie, notre épigénétique, mais aussi nos vies karmiques, et il y a ce que nous vivons avec toutes les incohérences de la société. Forcément, il y a des choses inconscientes qui sont compliquées. Non pas que ce soit mal, je ne juge pas les parents qui mettent au monde ces enfants-là, c'était inconscient. Mais l'inconscient demande à se conscientiser. Il s'exprime par des symptômes ou par des comportements. Et je crois réellement que les comportements hypersensibles et les comportements au potentiel sont des symptômes. Je le sais pour moi, car quand j'ai été voir l'origine, les comportements ont disparu. Et que c'est pareil pour mes symptômes physiques. Si cela était inhérent à qui je suis et que c'était tout le temps comme ça, alors ça ne serait pas douloureux. Parce que si j'ai bien une conviction dans la vie, c'est que notre corps c'est mieux que nous. Notre corps est le fruit de 4 milliards d'années de recherche et développement de la part de la nature. Crois-tu sérieusement que du haut de tes 20, 60 ou 200 ans, tu puisses appréhender quelque chose qui est en développement depuis 4 milliards d'années? Tout, absolument tout dans la nature est parfait. La nature est toujours plus performante que nous, elle n'a aucun déchet. La nature triomphe de la nature au quotidien, mais bizarrement, elle nous donnerait des symptômes au potentiel qui sont inexplicables. Excuse-moi, mais ça n'a aucun sens pour moi. Je ne dis pas que ce que je t'explique là est la seule vérité qui existe. En tout cas, c'est une vérité qui non seulement a du sens pour moi et pour ceux que j'accompagne, mais qui réellement me met du mieux dans ma vie. Si la nature humaine est naturelle, elle est donc parfaite, elle est donc incompatible avec une souffrance éternelle. L'élan d'amour qui nous anime est naturel. Et tout ce que notre corps fait est dans cet élan d'amour. Si je dis que la nature triomphera de la nature, c'est parce que le corps met en place des symptômes par amour pour nous-mêmes qui nous font souffrir, mais que l'amour pourra transmuter cette souffrance et retourner à son équilibre d'origine, à savoir l'amour inconditionnel. J'imagine que tu as 10 000 questions qui te viennent en tête. Peut-être tu auras envie de les poser, peut-être tu as envie de partager ton témoignage sur ce que tu vis, toi, en tant que hypersensible ou au potentiel. Peut-être que tu te sens étant comme ça, mais que tu n'as pas de diagnostic. Moi, je te dis, peu importe. Si tu te sens comme ça, c'est que tu l'es. Quoi qu'en disent les autres. J'espère que, malgré mon ton un peu tranchant, tu ne t'es pas senti attaqué ou blessé. Je sais que voir la vérité en face, ça nous arrache la gueule. Et je le sais très bien. Mais voilà comment se posent les choses. La porte clignote pour toi, sinon tu ne serais pas en train de m'écouter. Tu as 2 choix à présent. Soit tu l'ouvres, soit tu vas te la prendre dans les dents. J'espère que tu trouveras la force d'ouvrir ces portes-là et de prendre soin de toi, car vraiment, je te le dis, tout ce que fait ton corps et ton esprit est bienveillant envers toi-même, même si tu n'arrives pas à le comprendre. Ton corps est peut-être la seule personne au monde qui t'aime, t'a aimé et t'aimera toute ta vie de façon inconditionnelle. Même si j'ai horreur des petits surnoms comme ça, je remercie tous les petits zèbres et les enfants cristal et indigo et X, Y, Z et je sais pas ce qu'on dit actuellement parce que ça m'énerve tellement que je regarde plus pour qualifier les hauts potentiels. J'espère que tu y vois un peu plus clair si c'est le cas pour toi ou si peut-être tu partages ta vie avec quelqu'un qui est comme moi. Je sais que ça peut être aussi très déroutant. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit et je te dis à très vite. Salut!